Le RFC rappelle que le pays est aujourd'hui incapable de délivrer des documents administratifs, passeport, carte d'identité, acte de naissance, etc., puis de garantir la sécurité à la libre circulation des biens et de ses propres populations. Le président de la République n'a sans doute pas mesuré l'ampleur des défis et risques à gérer. Petit a, sécurité et contrôle. Le gouvernement est-il en mesure d'assurer le contrôle biométrique, la lutte contre la fraude documentaire et la criminalité transfrontalière? Petit b, pression sur les services. Le gouvernement est-il apte à gérer les questions de santé, de logement et des tensions sur l'emploi si la fuite des migrants est mal anticipée? Petit c, réciprocité. Le gouvernement s'est-il assuré que les autres pays font de même pour les Congolais? De cette réciprocité dépend l'impact de la décision présidentielle. Compte rendu hebdomadaire de la 30e réunion du Conseil des présidents, élargi au secrétariat général du Rassemblement des forces du changement RFC. Le Conseil des présidents, élargi au secrétariat général du Rassemblement des forces du changement RFC, s'est réuni par visioconférence le mardi 26 mai 2026 de 21h à 0h. Le choix de la date était lié aux impératifs du week-end de la Pentecôte. Le Conseil s'est tenu dans un contexte national dominé par la déclaration du président de la République sur l'ouverture des frontières du Congo au reste de l'Afrique à compter du 1er janvier 2027. Par ailleurs, le Conseil est préoccupé à l'international par le conflit au Moyen-Orient. Dans un contexte d'interdépendance économique des États, le blocage du détroit d'Ormuz revêt des conséquences ultra négatives sur le négoce mondial. La réunion du Conseil était, comme d'habitude, présidée par M. Clément Mirassa, président, le docteur Marcel Guitoukounou, premier vice-président, M. Jean-Jacques Serge Yombi Opango, deuxième vice-président, aux côtés desquels siégeaient activement les membres du comité permanent que sont M. Christian Cyr Rodrigue Mayanda, président en charge de l'organisation, de la mobilisation et de la jeunesse. M. Jean-Pierre Agnan-Goy, président en charge des relations avec les partis politiques, la société civile et les confessions religieuses. Le secrétaire général, M. Timoléon Kedi, a présenté un ordre du jour bâti sur 3 points essentiels. La vie interne au Rassemblement des forces du changement RFC, la vie sociopolitique et économique nationale, la situation politique internationale, notamment en Afrique. Dans son mot liminaire, le président Mirassa est revenu avec insistance sur l'intérêt du Rassemblement des forces du changement RFC de s'affirmer comme une véritable force alternative au pouvoir fortement corrompu de M. Denis Sassou Nguesso. Il appelle au déploiement rapide du RFC sur toute l'étendue du territoire national pour sonner le tocsin du changement. Au regard de la proéminence de la médiocratie au sommet de l'exécutif, M. Mirassa dit mettre un point d'honneur à dénoncer la non-conformité à la loi
pour le triomphe de l'état de droit dans le pays. Le Congo, a-t-il conclu, n'est point le paillasson des hommes forts, de délinquants en col blanc. Il doit s'ériger en une forteresse contre l'autoritarisme, le tribalisme, la concussion, le clanisme et le népotisme, cancer de son émergence. Grand A, de la vie interne au Rassemblement des forces du changement, RFC. Le Rassemblement des forces du changement se donne pour mission d'inverser le rapport des forces politiques dans le pays, étape incontournable dans la conquête du pouvoir. À cet effet, le RFC est conscient à la fois de la noblesse de la tâche, de l'ampleur de la mission et des sempiternelles difficultés auxquelles il est confronté. Le RFC tire l'énergie de son action du sursaut national. Son ambition est de sortir le pays de l'immobilisme politique et de la précarité socio-économique aux fins de bâtir un État de droit capable de garantir la souveraineté nationale. Il partage cette noble ambition avec d'autres forces acquises au changement. C'est pourquoi le RFC ne ménage aucun effort à la construction d'une agora des forces acquises au changement pour des actions mobilisatrices des populations dans le pays profond. On combat ensemble, on gagne ensemble, on gouverne ensemble pour changer le Congo. Conscient du rôle qui est le sien dans cette lutte, souvent entravé par l'égocentrisme surdimensionné des uns et des autres, le RFC entreprend sans relâche des contacts avec tous les leaders d'opinion, des sociétés politiques et civiles, adeptes du changement en vue d'une table ronde prochaine. Sa finalité est la mutualisation des moyens pour galvaniser le combat. Chacune et chacun est appelé à donner le meilleur de soi et la preuve de son opposition au règne de l'incurie. La diaspora, au relent solitaire, mais pour autant, actrice majeure de la lutte pour le changement, est vivement conviée à cette mutualisation des moyens en cours. Son apport indiscutable ne peut qu'amplifier la lutte et conduire à la victoire du peuple sur une oligarchie trônant depuis trop longtemps. Les contacts en cours donnent satisfaction. Ils augurent d'une nouvelle ère politique dans le pays, l'ère du dialogue respectueux et permanent, l'ère de l'éthique et du droit, l'ère du mérite et du sacrifice. C'est enfin l'ère de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Grand B, de la vie sociopolitique et économique nationale. Petit 1, de l'ouverture des frontières congolaises. À l'occasion de la célébration de la Journée de l'Afrique, en marge de la 61e Assemblée annuelle de la BAD, le lundi 25 mai 2026 à Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso, dans une convulsion politique, a déclaré: je saisis cette occasion solennelle pour annoncer ce jour qu'à partir du 1er janvier 2027, l'entrée en République du Congo ne sera plus jamais soumise au visa pour tous les peuples africains. La décision à l'emporte-pièce du président répond aux engagements panafricains pris dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de la zone libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Elle prolonge une série d'ouvertures déjà consenties par plusieurs États du continent. Le RFC ne peut ignorer les effets de levier de cette mesure
dans la diversification d'une économie de rente pétrolière, en ouvrant le pays à une main-d'œuvre qualifiée, aux talents divers, à la concurrence et aux capitaux privés. L'intégration régionale avec la libre circulation et le passeport africain unique est aussi son combat. Toutefois, le Rassemblement des forces du changement reste dubitatif quant aux capacités du gouvernement congolais à relever le défi de refonte des procédures et de la montée en puissance des outils d'identification biométrique indispensables à l'application de la décision. Le RFC rappelle que le pays est aujourd'hui incapable de délivrer des documents administratifs, passeport, carte d'identité, acte de naissance, etc., puis de garantir la sécurité à la libre circulation des biens et de ses propres populations. Le président de la République n'a sans doute pas mesuré l'ampleur des défis et risques à gérer. Petit A, sécurité et contrôle. Le gouvernement est-il en mesure d'assurer le contrôle biométrique, la lutte contre la fraude documentaire et la criminalité transfrontalière? Petit B, pression sur les services. Le gouvernement est-il apte à gérer les questions de santé, de logement et des tensions sur l'emploi si la fuite des migrants est mal anticipée? Petit C, réciprocité. Le gouvernement s'est-il assuré que les autres pays font de même pour les Congolais? De cette réciprocité dépend l'impact de la décision présidentielle. L'objectif affiché est de booster le commerce, les investissements et laver l'image du Congo. L'efficacité dépend de la capacité de l'État à gérer la sécurité et les infrastructures d'accueil. Dans ces conditions, la déclamation du président de la République paraît irresponsable. Elle n'a d'autre but que de conforter la mémoire de M. Denis Sassou Nguesso en Afrique. Petit 2. Du rapport sur l'exécution du budget de l'État exercice 2025. L'exécution du budget de l'État au 31 décembre 2025 présente un paradoxe important. Malgré un excédent budgétaire affiché de 66 milliards 400 millions de francs CFA, la situation financière réelle du Congo-Brazzaville demeure préoccupante. Lorsqu'on l'analyse en lien avec la dette publique, estimée autour de 12 milliards de dollars américains, soit près de 90% du PIB. À première vue, certains indicateurs apparaissent positifs. Les recettes fiscales intérieures ont bien résisté, avec une progression de la TVA, de l'impôt sur le revenu et des recettes douanières. La croissance économique est également attendue en rebond grâce au secteur pétrolier et à l'activité hors pétrole. La masse salariale de l'État ainsi que les charges financières de la dette sont restées relativement maîtrisées. Cependant, ces éléments favorables masquent des déséquilibres profonds. Petit a, les dépenses de fonctionnement ont explosé, atteignant 270% du budget initial. Cette hausse traduit une forte dérive des dépenses courantes et un manque de contrôle budgétaire. Petit b, les dépenses d'investissement sont fortement sous-exécutées, soit 67% de réalisation. Les projets structurants et les infrastructures essentielles pour soutenir la croissance
sont insuffisamment financés, sinon par des financements extérieurs. Petit c, les dépenses sociales sont réalisées à 43,4%. Des secteurs essentiels comme la santé, l'éducation ou les infrastructures de désenclavement enregistrent de faibles niveaux d'exécution. Certains programmes symboliques, comme la césarienne gratuite ou la construction d'établissements scolaires, connaissent des taux d'exécution particulièrement bas. Au total, le budget 2025 montre un État qui continue de financer une part importante de ses dépenses courantes par l'endettement, tout en consacrant moins de ressources aux investissements productifs et aux secteurs sociaux. Petit 3, de l'épidémie de fièvre hémorragique par le virus Ebola. La maladie à virus Ebola, appelée aussi fièvre hémorragique à virus Ebola, est une maladie grave, souvent mortelle chez l'homme. Le virus se transmet à l'homme à partir des animaux sauvages, contaminés par la chauve-souris frugivore, viande de brousse par exemple, et se propage ensuite dans les populations par transmission interhumaine, principalement à partir des liquides biologiques des malades, salive, urine, vomissure, sang. L'infection peut également se transmettre par voie sexuelle plusieurs mois après la guérison du malade. Les flambées de la fièvre hémorragique provoquées par le virus Ebola surviennent principalement en Afrique avec un taux de létalité de 25 à 90%. Les premiers symptômes sont une fatigue fébrile à début brutal, les douleurs musculaires, les céphalées. Ils sont souvent suivis de vomissements, de diarrhée, parfois d'une éruption cutanée. Des hémorragies internes et externes peuvent également survenir. Par exemple, hémorragie conjonctivale, saignement des gencives ou du nez, sang dans les selles, hématomes cutanés. Depuis plusieurs jours, la RDC et l'Ouganda sont l'épicentre d'une épidémie de fièvre hémorragique due au virus Bundibugyo. L'Agence sanitaire de l'Union africaine, Africa CDC, estime par ailleurs que 10 pays d'Afrique sont désormais à risque. Le Soudan du Sud, le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, le Congo, notre pays, le Burundi, la Centrafrique et la Zambie. Le RFC juge la situation grave et préoccupante pour une épidémie dont la souche virale n'est accessible ni à aucun vaccin, ni à aucun traitement spécifique. Il interpelle le gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour endiguer la propagation de la maladie dans le pays, dont un numéro téléphonique d'urgence sanitaire Ebola et des cellules mobiles de soins spécialisés et entraînés dans les grandes endémies. Il invite les populations aux mesures préventives contre la fièvre Ebola. Elle vise à couper la chaîne de transmission du virus. C'est surtout de l'hygiène et de l'évitement des contacts à risque. Éviter le contact avec les sources du virus. Ne pas manipuler les chauves-souris frugivores, singes, antilopes, trouvés morts ou malades dans la forêt. Éviter de consommer la viande de brousse crue ou mal cuite. Éviter tout contact avec les liquides biologiques de personnes malades, sang, vomi, sel, sueur, salive. Lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. Utiliser
des gants, masques, blouses, si on doit s'occuper d'un malade. C'est crucial pour le personnel soignant et la famille. Désinfecter les surfaces et objets souillés avec de l'eau de javel diluée, isoler immédiatement toute personne avec fièvre brutale, accompagnée de saignements, douleurs musculaires, vomissements, diarrhée après un contact à risque. Alerter les autorités sanitaires locales et le centre de santé le plus proche. Ne pas transporter le malade soi-même, sans protection. Grand C, la situation politique internationale, notamment en Afrique. Petit 1 au Sénégal, le président sénégalais, M. Bassirou Diomaye Faye, a démis de ses fonctions de Premier ministre son ancien mentor et compagnon de la Révolution, M. Ousmane Sonko, par un décret pris ce vendredi 22 mai 2026 dans la soirée, après des mois de tension entre les deux hommes. Sorti de l'exécutif par la grande porte, M. Ousmane Sonko est revenu dans le jeu politique par la grande porte du pouvoir législatif le 26 mai 2026 comme président de l'Assemblée nationale. Au regard de cette atmosphère politique tendue au Sénégal, le RFC s'inquiète du risque de blocage des institutions au détriment des intérêts supérieurs du peuple sénégalais. Frères, le rassemblement des forces du changement s'en remet à l'esprit d'homme d'État qui anime les deux compagnons de lutte. Il les encourage au dialogue et à l'apaisement pour l'unité et le développement du Sénégal dans la paix des cœurs et la tranquillité des esprits. Concluant la réunion, le président Mirassa a réitéré l'appel aux différentes forces acquises au changement pour une agora aux fins des actions unitaires et mobilisatrices des populations dans le pays profond. L'alternative, l'alternance et le changement sont à ce prix. Le combat continue, le changement est possible. Fait à Brazzaville, le 26 mai 2026, pour le rassemblement des forces du changement. Son premier vice-président, en charge de la prospective, la communication et porte-parole, le docteur Marcel Guitokoulou.